Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 11 août 2026 et notre cher ami Robert Barnes est avec nous. Bon retour parmi nous, Robert. Ravi d'être là. Robert, je voudrais commencer par ce qui se passe en Ukraine, parce que les Russes intensifient la guerre. Et ces 2 ou 3 derniers jours, nous avons appris qu'il n'y avait plus d'intercepteurs de missiles, ou, vous savez, que le système Patriot manque d'intercepteurs en Occident. Et il semble que l'Ukraine n'en ait plus du tout pour tirer sur les missiles russes. La seule chose qu'ils aient actuellement, ce sont ces drones qu'ils utilisent pour attaquer les Russes. Et du côté de Washington, vous voyez, j'ai parlé avec Stanislav Kropivnik. Il m'a dit que selon son évaluation, les États-Unis sont impliqués jusqu'au cou en Ukraine. Il parle de l'implication de Palantir, qui produit des drones et utilise l'intelligence artificielle pour gérer les cibles de ces drones. Et avec Starlink, tout cela forme une sorte de chaîne. Tout s'assemble et fonctionne ensemble. Quelle est l'issue envisagée en Ukraine? Y a-t-il une stratégie quelconque au sein de l'administration Trump? Ou voit-il une quelconque fin à la guerre en Ukraine? Eh bien, ça dépend de quelle partie de l'administration Trump vous parlez. Parce qu'il y a en gros une sorte d'État profond, permanent, qui est en guerre contre la Russie depuis la fin de la guerre froide. Et il est simplement passé à une nouvelle étape, à une nouvelle phase. En quelque sorte, découper la Russie, puis la dépouiller et la piller de tous ses actifs et de toutes ses ressources. La Russie reste le pays le plus riche du monde en ressources naturelles. 75 000 milliards de dollars. Je pense que c'est plus du double de ce que possèdent les États-Unis, par exemple. Donc ça en a toujours fait une. Et dans le monde occidental, nous avons toujours voulu affaiblir la force de la Russie en général, et ce depuis des siècles, en particulier la sorte d'alliance anglo-américaine. Il y a donc cette composante qui perdure, et qui fait en quelque sorte partie du milieu des think tanks, du département d'État, de la communauté du renseignement, d'une partie du complexe militaro-industriel et de certains généraux de l'OTAN les plus farfelus qui sortent parfois de nulle part pour dire quelque chose de complètement dingue. Ces gens-là n'attendent qu'une chose, intervenir. Ça remonte à Patton, qui voulait intervenir et éliminer l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous savez, cet état d'esprit a toujours existé dans une partie de ce milieu. Au sein même de l'univers Trump, Vance était sceptique à l'égard de la guerre en Ukraine. Hegseth aussi. Il était sceptique à l'égard de la guerre en Ukraine. Elbridge Colby était très sceptique sur la guerre en Ukraine. Mais je me souviens d'avoir débattu avec Vance, vous savez, en privé à l'automne dernier, alors que Trump disait toutes sortes de choses stupides, comme quoi la Russie perdait tous ses gens, et que vous savez, les pertes russes se comptaient en millions. Et les chiffres varient. C'est un peu comme son chiffre sur l'Iran. Vous savez combien de manifestants sont morts? 3 000, 20 000, 80 000, 40 000, 60 000, 52 000. Vous ne pouvez pas, vous savez, vous ne pouvez pas. Peut-être que quelqu'un doit lui donner une bouteille de Heinz 57. Vous savez, c'est comme ça qu'ils ont fait. Candidat Manchou, il devait le savoir. Il dit, bon sang, j'oublie sans cesse le nombre exact de communistes au département d'État. Alors on lui donne une bouteille de Heinz 57. Donc dans le film Un crime dans la tête, c'est 57 communistes connus au département d'État. Il faudrait donner ça à Trump pour qu'il puisse dire que 57 000 manifestants ont été tués. Mais les chiffres étaient ridicules. Et je me souviens d'avoir argumenté avec Vance. Vance disait, « Eh bien, je pense que c'est une impasse. » Et moi j'ai dit, « Je pense que c'est une guerre d'usure. » Or, c'est un type de guerre que la Russie a contribué à inventer, avec la doctrine de la bataille en profondeur. Et leur objectif principal n'était pas de s'emparer de territoire dès le départ.
Leur objectif premier était de détruire la capacité de l'Ukraine à faire la guerre, de détruire ses effectifs, de détruire son armée, de détruire ses forces militaires, de détruire l'appareil politique qui la soutient, détruire le bataillon Azov et tous ces groupes que nous avons, en quelque sorte, contribué à susciter après le coup d'État du Maïdan, pour qu'ils fassent partie de tout cela. Voilà ce que la Russie entend par dénazification. Supprimer leur pouvoir, supprimer leurs effectifs, supprimer leurs missiles et tout le reste. Et ils vont avancer lentement, mais sûrement. Ils vont progresser un peu, attirer, vous savez, inviter les forces ukrainiennes à entrer, puis continuer dans cette direction et les anéantir. Et c'est pour ça que je me souviens d'avoir prédit ça au vice-président l'automne dernier. Regardez simplement le ratio chaque fois qu'ils échangent des corps, chaque fois qu'ils échangent des prisonniers. Ce ratio ne sera pas d'1 pour 1. Ce ne sera certainement pas un Ukrainien pour 5 Russes. Au contraire, ce ratio n'a cessé de favoriser de plus en plus la Russie. En gros, pour chaque Russe mort que vous... Et vous savez, l'Ukraine est du genre à mettre un uniforme à quelqu'un et à prétendre que c'est un Russe. Ils ne peuvent faire que jusqu'à un certain point à cet égard. Mais le ratio est de 30 contre 1, 40 contre 1. 30 ou 40 Ukrainiens morts pour chaque Russe mort. Le Financial Times a publié un article affirmant que la Russie doit attraper des gens dans la rue pour les envoyer soutenir la guerre. C'est littéralement ce qui se passe en Ukraine, où ils attrapent des gens dans la rue. Il y a des vidéos là-dessus tous les jours. En Russie, ils ont tellement de volontaires qu'ils essayent de plafonner le nombre de personnes qui rejoignent leurs forces armées. Donc, les réalités fondamentales du conflit devraient être connues. Je pense que certains membres de l'administration Trump les connaissent. Je sais que Vance, en voyant que tout ce que certains d'entre nous avaient prédit s'est réalisé, et que ce qu'on leur disait au sein même de leur communauté du renseignement. Ratcliffe est un grand partisan de la guerre en Ukraine. C'est lui qui a aidé à orchestrer la tentative d'assassinat de Vladimir Poutine en décembre, sous direction ukrainienne. Mais c'était l'idée de Ratcliffe. Et le matin même, il s'en vantait auprès du New York Times, mais c'était présenté comme autre chose. Pourtant, c'était bien de cela qu'il s'agissait. Voilà ce qui se passe. Certaines parties du complexe militaro-industriel aiment exhiber leurs armes. La guerre en Ukraine a été embarrassante pour beaucoup d'armes fabriquées aux États-Unis. Alors, peut-être qu'ils devraient y réfléchir avant de s'en servir comme vitrine. Mais, il y a toujours ces gens-là au Pentagone qui voient de gros contrats bien juteux pour leurs copains et leurs amis. Des gens de la communauté du renseignement qui adorent jouer aux grandes manœuvres contre les Russes, avec leurs copains britanniques du MI6. Mais ça, c'est en quelque sorte l'état profond institutionnel de carrière. Vous avez le Parti démocrate néolibéral, dont la réponse au bellicisme de Trump sur l'Iran, c'est qu'il préférerait faire du bellicisme avec un pays qui possède déjà des armes nucléaires. Voilà à quel point les démocrates sont intelligents. Donc cette base-là existe toujours. On le voit avec plus de 80 sénateurs au total qui votent en faveur de pouvoirs de sanctions délirants contre la Russie à ce sujet. Et les médias américains, il faut sortir de cette espèce de bulle des médias américains pour comprendre ce qui se passe réellement. Je croise des gens ordinaires qui vont croire « Oh, la Russie n'a pas tout simplement envahi l'Ukraine ». Et ils n'essaient pas d'écraser l'Ukraine. Et leur économie n'est-elle pas en train de s'effondrer? Poutine n'est-il pas un dictateur? Et le peuple russe ne veut rien avoir à faire avec ça. Et les Ukrainiens sont, vous savez, de braves travailleurs, de gentils petits outsiders qui se battent contre les puissants et maléfiques Russes. Les gens le croient parce que c'est le cas dans presque tous les médias.
Ce n'est pas seulement Fox, ABC, CBS, NBC, CNBC, MSNBC ou toute la chaîne CNN. Toutes ces chaînes répètent les mêmes mensonges sur la guerre russe. Donc c'est toujours la Russie, la mauvaise Russie. Vous savez, ça alterne toujours. Un jour, la Russie va conquérir le monde entier. Donc il faut être prêt face à elle. Le lendemain, son armée est si faible, son appareil militaire si incompétent, son système politique si proche de l'effondrement et son économie tellement au bord du précipice qu'ils auront de la chance s'ils gagnent un seul petit kilomètre carré de territoire au cours de l'année prochaine. J'essaie de l'expliquer aux gens aux États-Unis. Voilà ce qu'est la frontière de ce conflit. La longueur de cette ligne de front, c'est comme parcourir tout le Mississippi, de Chicago à la Nouvelle-Orléans. C'est plus long que n'importe quelle ligne de front qui ait jamais existé pendant la guerre de sécession. Mais les gens ne le comprennent que parce qu'il faut vraiment faire l'effort de chercher des renseignements indépendants, des informations indépendantes. Et même le président et la vice-présidente appliquent la stratégie des champignons, les garder dans le noir et les nourrir de merde. Et j'ai dit à Vance que c'est ce qui allait lui arriver. Mais il est quand même tombé dans le panneau pendant les 6 premiers mois du conflit, surtout quand Kellogg, ou plutôt pendant les 6 premiers mois du second mandat, surtout quand Kellogg était là. Maintenant que Kellogg est parti, Trump a l'intuition que c'est une guerre stupide. Il a l'intuition que l'Ukraine ne gagne pas vraiment. Mais ses capacités de décision diminuaient et son désir de croire à des choses absurdes ont déteint sur le conflit ukrainien. L'accord qu'il a conclu à Anchorage, il a décidé de le faire tomber juste après parce que l'Europe et la Russie n'ont pas suivi et que son propre appareil d'État profond s'y est opposé. Mais désormais, il va croire par intermittence à des choses vraiment stupides. Par exemple, il va croire que l'économie russe est en train de s'effondrer. Il croira que la Russie est en train de perdre sur le champ de bataille. Il va le croire. Enfin, même chaque fois qu'il y pense, ça se voit parce que tout d'un coup, il devient, vous savez, copain comme cochon avec Zelensky. Il dit du bien de Zelensky. Tout le monde, en coulisses. Enfin, Scotty Bessent de Soros, notre secrétaire au Trésor, l'a traité de, je crois comment c'était déjà, de nain coqueux. Vous savez, c'est comme ça qu'il parlait de lui. Donc Zelensky a très peu de véritable soutien au sein de l'administration, où il y a un profond scepticisme. Mais il y a le pouvoir des médias institutionnels et de l'État profond américain, et la corruption de Radcliffe, qui les induit tous en erreur et leur ment en permanence. Et Narco Marco Rubio, qui est un grand partisan de la guerre et qui les induit tous en erreur en permanence. Voilà leurs 2 principales sources, le département d'État et la CIA. Et leurs renseignements viennent du MI6 et des services de renseignement ukrainiens. C'est pour ça qu'on continue de leur servir ces conneries. Donc un jour donné, Trump peut vraiment penser que la Russie est en train de perdre la guerre. Une grande partie de la Maison-Blanche sera sous le choc quand l'Ukraine s'effondrera dans 6 mois. Certains se diront, « Bon sang, j'imagine que c'était sans doute ce qui allait arriver depuis le début. » Ils regrettent surtout la quantité de ressources engagées, parce qu'ils ne pensent pas que ce soit productif ni rentable. Mais ils croient régulièrement à leurs propres conneries. Et comme les médias américains sont tellement mauvais sur ce sujet, ça renforce cette croyance. Où voyez-vous l'avenir de l'Ukraine dans les conditions actuelles? Est-ce que vous voyez, comme il me semble, qu'ils savent, au moins en Europe, le MI6 ou le gouvernement du Royaume-Uni, ils savent ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'ils ont tous, et j'imagine, gardes du corps de Zelensky qui viennent du MI6, et qu'en gros, vous savez, ils soutiennent Zelensky en Ukraine. Mais au final, où voyez-vous l'Ukraine avec le temps? Est-ce qu'ils font de l'Ukraine une sorte de force par procuration,
ou peut-être comme Daesh, Al-Qaïda, ces forces qu'ils utilisent. Parce qu'à mon sens, ils pensent peut-être que les Ukrainiens peuvent riposter. Ça ne veut pas dire qu'ils ont les missiles, les intercepteurs, les effectifs. Ils n'ont pas tout ça, mais ils ont des armes. Ils ont l'intelligence artificielle et ils peuvent donc continuer à attaquer la Russie. Peut-être des Russes sur les plages, je ne sais pas, vous voyez. Des civils attaqués par ces drones. Ils cherchent peut-être à faire pression sur les Russes. Vous vous souvenez, quand la guerre a commencé, même avant qu'elle ne commence, il y a eu une énorme campagne de propagande contre la Russie afin de faire pression de l'intérieur sur le gouvernement russe. Et beaucoup de jeunes hommes russes ont quitté la Russie parce qu'ils ne voulaient pas aller combattre. Ce genre de propagande. Vous vous souvenez de cette époque? On dirait qu'à ce moment précis, avec le temps qui passe, ils essayent de faire la même chose en utilisant des drones. Peut-être pour faire pression sur la population russe. Ils l'ont déjà fait avec des attentats terroristes, de multiples attentats terroristes sur le sol russe. Est-ce cela que l'Europe veut que l'Ukraine devienne à l'avenir? C'est comme ça que je le vois. Eh bien, je pense qu'on peut voir ça de plusieurs façons. Historiquement, le mot Ukraine signifie littéralement terre frontalière dans la langue. Et c'est ainsi que le terme a toujours été utilisé, comme une sorte de champ de bataille entre les Turcs, différents empires européens et les Russes. Et cela a toujours constitué, en quelque sorte, le ventre mou permettant d'accéder au territoire russe. Et ça remonte à des centaines et des centaines d'années. Il y a donc cet aspect historique. L'Occident a presque cette forme de savoir ancestral accumulé, selon laquelle les Ukrainiens sont simplement traités comme des ressources jetables, comme des terres jetables, pour poursuivre la lutte contre la Russie. Le deuxième aspect, c'est que si l'on regarde les États-Unis en particulier, il y a clairement des éléments de ce dont vous parlez. Dans le style de l'opération Gladio, créer une armée permanente dans une zone grise qui pourrait mener une terreur constante et continue contre la Russie, mais qui pourrait aussi servir toute autre cause ou tout autre objectif mondialiste. Encore une fois, des Ukrainiens ont été identifiés comme se livrant au terrorisme, non seulement à l'intérieur de la Russie, et pas seulement à propos du gazoduc Nord Stream, qui a principalement touché l'Allemagne. On les a vus apparaître en Inde, on les a vus apparaître en Iran, en Irak plutôt, impliqués dans la guerre contre l'Iran, et on les a vus apparaître au Mali. On les a vus apparaître dans toutes sortes d'endroits. Ils n'arrêtent pas de surgir. Et il semble qu'ils l'utilisent pour, en quelque sorte, mettre en relation des mercenaires et des gangs criminels dans le monde entier. Comme Stanislav l'a souligné, c'est la première source de toutes sortes de trafics. La traite des êtres humains, le trafic d'organes, le trafic d'armes, le blanchiment d'argent. Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national, a accompli son dernier acte en tant que directrice du renseignement national en publiant le rapport sur les laboratoires d'armes biologiques. Ce rapport incriminait non seulement Anthony Fauci et ses liens avec le Covid, mais il soulignait surtout comment l'Ukraine avait été utilisée comme lieu principal de développement d'armes biologiques. Et cela a vraiment été le cas. C'est assurément le cas depuis 2014. On peut remonter encore plus loin. Nous utilisions l'Ukraine de cette façon, de la même manière que l'Empire polono-lituanien l'avait utilisé pour tenter de rivaliser avec la Russie au XVIIIe ou XIXe siècle. Il y avait les Ottomans à peu près à la même époque, sur différentes périodes qui se chevauchaient. Nous, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous avons utilisé l'opération Gladio, les armées clandestines restées en place. Nous, vous savez, je veux dire Bandera était sur notre liste de paix. Vous savez, c'est là qu'il est allé après la Seconde Guerre mondiale. Bon, les Russes l'ont rattrapé en Allemagne, à leur manière bien particulière, après la guerre.
Mais ça n'a pas empêché beaucoup de nos liens de perdurer. Nous avons même beaucoup développé le nationalisme ukrainien. Il n'est pas organique à l'Ukraine. À l'époque, quand ils ont quitté l'Ukraine pour venir aux États-Unis et au Canada, ils se faisaient appeler l'Association nationaliste Ruthen, en remontant jusqu'à l'idée de la Russe à Kiev et aux diverses connexions polono-lituaniennes avec cette partie occidentale de l'Ukraine. Une grande partie du nationalisme ukrainien a été développée à Harvard sous l'égide de la CIA. Ça a vraiment pris de l'ampleur dans les années 70. En effet, l'idée selon laquelle les famines staliniennes, survenues à certaines périodes, ainsi que d'autres famines soviétiques des débuts de l'Union soviétique, qui ont en réalité touché certaines régions du Kazakhstan et d'autres zones, les Khazars et les Kazakhs, bien davantage que les Ukrainiens de souche, soit dit en passant. Cette idée a été racontée comme l'histoire d'une famine ukrainienne délibérément provoquée par les Russes. Cette histoire vient des travaux universitaires de Harvard des années 70, qui étaient liés à la CIA, qui servaient de façade à la CIA et étaient financés par elle. Nous avons donc été profondément impliqués avec eux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale comme moyen d'affaiblir l'Union soviétique. Et puis, quand le mur est tombé, nous avons continué et nous nous sommes simplement unis à George Soros. L'Ukraine était son projet favori après les années 1990. Des gens ont rédigé des thèses à Harvard sur ce que voulaient réellement les Ukrainiens. Et elles ont montré que l'Est et le Sud de l'Ukraine préféraient rester rattachés à la Russie. Quand les premières études détaillées ont été menées, on a ensuite organisé des votes qui promouvaient l'idée qu'ils pouvaient être véritablement indépendants. Et les gens étaient prêts à suivre. Mais ce sont des populations liées à la Russie par leurs origines, leur langue et leur culture, dans ce qui est la Novorossia, c'est-à-dire les régions que la Russie va entreprendre de reprendre. À mes yeux, l'Ukraine va finir comme un État résiduel, une nation résiduelle, sans accès à l'eau. Elle aura de la chance si elle garde même Kiev. Je ne pense pas que les Russes aient la moindre envie d'aller dans l'extrême ouest de l'Ukraine, là où il y a tous les fous et les bandéristes qu'ils ont là-bas. Vous savez, c'est probablement la plus grande réussite de George Soros. Lui-même s'en est vanté à propos de l'Ukraine et du projet de la CIA après la guerre froide, parce qu'ils ont entièrement réécrit l'histoire de l'Ukraine pour les Ukrainiens. Vous savez, ils ont consacré 2 décennies à des subventions massives, à des dépenses massives pour ces bibliothèques, pour des films, pour des émissions de télévision, afin d'éduquer les gens dès l'âge où ils sont enfants, avec tout un tas de mythes narratifs qui leur font dire que la Russie a été la source de tous nos problèmes, alors qu'ils sont littéralement les frères slaves des Russes. Oui, et ça a été une réussite géniale, et cela a imprégné la partie occidentale de l'Ukraine. Beaucoup de réfugiés ukrainiens qui sont arrivés ici, beaucoup y croient quand on les rencontre. Ils croient à toute cette propagande délirante et ils pensent que les nazis, les bandéristes, sont tous des héros. C'est pour ça que Zelensky se fait prendre tous les 2 ou 3 mois à ériger un nouveau nazi en héros. C'est pour ça que même Laura Loomer, quand elle est là-bas, dit « vous pouvez enlever le truc nazi ». Peut-être que si vous tournez. Ne faites pas le salut nazi, peut-être. Enfin, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Mais les agents du renseignement adorent ça. L'État profond adore ça, parce que c'est un endroit où l'on peut faire des expériences sur des gens. On peut faire de la traite d'êtres humains. On peut blanchir de l'argent. Les régions ravagées par la guerre sont idéales si vous voulez rafler plein d'enfants et les soumettre partout dans le monde à des pratiques du genre Epstein, ou si vous voulez les découper et leur prélever leurs organes. Ce n'est pas bon pour le peuple ukrainien, mais c'est bon pour le genre de perversité qui rassasie l'appétit des aspects les plus corrompus et les plus voyous du comportement de l'État profond
de la classe Epstein. Et ce sont ces gens-là qui vont continuer à chercher un moyen de tirer profit de l'Ukraine. Mais nous n'allons pas vaincre la Russie. La Russie va gagner. Et il sera intéressant de voir comment le monde occidental fera face à cela quand ça arrivera. Parce que c'est sidérant de voir à quel point il y a encore. Je croise, l'Europe, c'est pire. Mais même aux États-Unis, je croise des gens à la Chambre des représentants et au Sénat, ainsi que des gens qui travaillent dans des groupes de réflexion et des fondations, qui croient des absurdités absolues, enfin pas absolues, des absurdités totales sur cette guerre. La Russie est sur le point de la perdre. Poutine est sur le point d'être renversé. Vous savez, un régime pro-occidental de paix, de liberté et de démocratie va prendre le pouvoir à Moscou. Alors que si Poutine tombait, ça irait littéralement dans la direction opposée. Mais ici, cette idée nous obsède toujours. Et on veut croire qu'il y a quelqu'un de sain d'esprit et d'intelligent quelque part là-dedans. Mais quand ça touche même des gens comme le vice-président Vance, qui devrait être mieux informé, ça vous montre à quel point la situation est grave. Oui. Ce qui m'étonne, c'est la manière dont Donald Trump a géré jusqu'ici la guerre en Ukraine. Il n'y a rien, aucune négociation, rien depuis la réunion d'Anchorage, en Alaska, dont on était censé tirer une forme de résultat positif. Rien de tel ne se produit. Quelle est votre lecture de la situation? Pensez-vous qu'ils ont parlé de l'Arctique lors de cette réunion? Parce que toute la question du Groenland revient sur le devant de la scène, et Donald Trump en parle. Et quel pourrait être le rôle d'une forme de coopération entre les États-Unis et la Russie, si cela constituait, pour les États-Unis, l'un des sujets intéressants à aborder avec les Russes, afin de conclure une sorte d'accord avec la Russie? Nous avions vraiment deux instincts différents. Il y avait Colby. Pour Elbridge Colby, le sous-secrétaire à la Défense, dont le grand-père était Bill Colby, celui qui a dévoilé les secrets de la CIA, se rapprocher de la Russie, se réaligner avec elle, parvenir à une véritable détente avec la Russie, c'était essentiel pour l'avenir géopolitique des États-Unis. Selon lui, pousser la Russie dans les bras de la Chine était un désastre, d'un point de vue purement géopolitique. Il voulait rétablir la fracture créée par Nixon et pensait que le meilleur moyen d'y parvenir était de régler rapidement la guerre en Ukraine. C'est donc ce qui motivait cette partie de l'agenda. Puis il y avait Witkoff, Kushner et le désir de Trump de refaçonner et de monétiser le second mandat de sa présidence à un niveau sans précédent. Et pour eux, c'était « qu'est-ce qu'il y gagne? Qu'est-ce que la famille y gagne? Qu'est-ce que les amis y gagnent? Combien d'argent peuvent-ils soutirer? » C'est pour ça qu'ils faisaient venir les gens de l'investissement économique russe pour assouvir leurs appétits dans l'Arctique pour les ressources et pour toute une série d'autres choses. Ensuite, il y avait Trump, qui a toujours apprécié Poutine et voulu être apprécié de lui. Ça, c'était avant la chute, quand il a commencé à changer de personnalité. Maintenant, il voit les choses ainsi. Il aimerait que la Russie capitule devant lui. Il aimerait que la Chine capitule devant lui. Et je me suis dit, si vous ne vous considérez pas comme un autre président américain ou une figure politique occidentale, mais comme étant du même rang que Gengis Khan, Attila le Hun, comme il a dit au New York Times, le faire, alors vous avez quelqu'un qui se dit, enfin, quel meilleur moyen de prouver à quel point vous êtes grand que de voir l'ours russe, le panda chinois et le tigre persan s'incliner devant vous, tous les trois en même temps. C'est là que, malheureusement, son état d'esprit a commencé à changer, vers la fin de l'automne. C'est pour ça qu'il a commencé à croire et à adhérer aux absurdités les plus manifestes. Il a commencé à penser qu'il pouvait jouer avec l'idée de leur donner des tomahawks et de mener des frappes en profondeur sur le territoire russe. Il se persuadait de stratégies militaires dont n'importe qui aurait pu lui dire, et lui a dit
qu'elle ne nous permettrait pas de réussir à changer le cours de la guerre. Il ne veut pas être tenu responsable de la défaite en Ukraine. Mais de temps en temps, il se dit qu'il pourrait gagner. Et il adorerait s'attribuer la victoire, dire qu'il a battu la Russie, simplement par ego. Mais nous n'avons aucun intérêt géopolitique à suivre cette voie. C'est juste que les néolibéraux détestent la Russie. Ils la détestent de façon obsessionnelle. Cela fait partie de leur escroquerie financière permanente pour alimenter la peur de la Russie. Un peu comme la manière dont les terroristes islamistes étaient présentés comme la grande menace dans les séries télé et les films au début des années 2000. De même, dans les années 2010, qui les a remplacés. Regardez la moitié de vos films. S'il y a Dans ce cadre, vous savez, avec un système judiciaire plus solide, le pouvoir de Poutine ne vient pas de l'autoritarisme. Cela vient de sa popularité. Il est le dirigeant le plus populaire au monde depuis un quart de siècle. Pourquoi? Parce qu'il a radicalement réduit la criminalité, considérablement amélioré la qualité de vie, considérablement augmenté les salaires et les revenus et tout le reste. C'est de là que vient son pouvoir. Mais vous savez, nous prétendons exactement l'inverse sur tous ces sujets. Donc je pense que Trump ne conclura jamais d'accord. Je pense que la Russie a compris un peu plus vite que l'Iran que Trump est incapable de conclure un accord, parce qu'ils ont beaucoup investi. Vous savez, ils n'ont pas compté, ils n'ont pas attaqué. Et même lorsque les lignes rouges ont été franchies à l'automne 2024 par le président Biden, quand les frappes en profondeur contre la Russie ont commencé, parce que Trump avait dit qu'il ne l'autoriserait jamais, qu'il ne donnerait jamais son feu vert. C'est absolument dingue. Et maintenant, un an plus tard, il faisait exactement ça. Et ils ont compris qu'il n'était pas capable de conclure un accord après le désastre et le fiasco qu'il est lui-même devenu après Anchorage. Ils ont aussi compris, je parlais à Rick Sanchez de Russia Today, qui s'est entretenu avec Sergei Lavrov, ils ont compris qu'à un moment, au cours des 6 derniers mois, Trump n'était tout simplement plus vraiment là. Qu'il ne se souvenait pas de choses dont il avait déjà parlé, qu'il se souvenait de choses qui ne s'étaient pas produites, mais qu'il pensait réellement s'être produites. Et la Russie, si elle a été plutôt mesurée et pas trop critique envers les États-Unis, c'est presque parce qu'elle pense que Trump ne prend plus ses médicaments, pour le dire franchement. Alors ils se disent, gardons le vieux papy là-bas, relativement calme. Assurons-nous qu'il ne fasse rien de trop fou. Pendant que nous traversons tout ça, ils vont simplement gagner militairement sur le champ de bataille. C'est tout ce qui va se passer. C'est l'avenir. L'Ukraine perdra ce conflit. Elle le perdra dans des conditions bien pires. Dans l'accord qui était sur la table à Anchorage, l'Ukraine aurait pu tout conserver, sauf les 4 oblasts qui, historiquement, ancestralement, linguistiquement et culturellement, ont de toute façon toujours été russes, ainsi que la Crimée. Mais elle aurait conservé Odessa. Elle aurait gardé le contrôle du Dniepr. Elle aurait contrôlé tout ce qui se trouve à l'ouest du fleuve et une grande partie de ce qui se trouve à l'est, y compris Sumy, Kharkiv et d'autres régions clés disposant d'importantes ressources, notamment des ressources naturelles, ainsi que l'agriculture autour d'Odessa, sans compter l'accès au port. Non, tout cela est perdu. Et nous avons des idiots, des imbéciles, des médiocres et des abrutis qui dirigent notre stratégie de défense. Donc ce que dit Stanislav est tout à fait juste. Nous avons du personnel militaire américain sur place qui guide les opérations, qui donne les directives. Ils adorent tous présenter ça comme « voilà comment l'OTAN va écraser la Russie et abattre l'ours russe », parce qu'ils ont cultivé cet appétit depuis l'époque de la guerre froide. Mais tout ce qu'ils font, c'est échouer. Et ils échouent à très grande échelle sur la scène mondiale. Et nous sommes en train de créer un axe Russie-Chine-Iran qui sera le nouvel équilibre des puissances
au lieu des États-Unis et de l'Europe dans les décennies à venir, à cause de l'ineptie et de l'incompétence avec lesquelles nous avons géré cela sur les plans géopolitiques, diplomatiques, économiques et militaires. Pour en venir à la question de l'Asie de l'Ouest, Donald Trump affirme que le détroit est ouvert, qu'il n'y a pas de mines dans le détroit et que tout est sous le contrôle de son administration dans le détroit. De l'autre côté, l'Iran affirme que le détroit est fermé. Il ne se passe rien ici. Nous n'allons pas négocier. Nous avons eu deux informations, l'une du gouvernement qatari, l'autre du gouvernement pakistanais. Toutes deux indiquent que les deux parties, l'Iran et Oman, dans le détroit d'Ormuz, sont en train de définir le nouveau mécanisme du détroit d'Ormuz. Nous ne savons pas si les États-Unis sont au courant. Peut-être qu'ils savent ce qui se passe grâce à la communication qu'ils ont avec le gouvernement omanais. Je suppose que c'est le cas. Mais il n'y a rien en matière de négociation. Donald Trump dit que des semi-négociations sont en cours. Je ne sais pas ce que cela signifie. Je veux dire, au fond, l'Iran a fini par comprendre Trump avec le temps. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas toutes ces facultés en matière de prise de décision. Ils ont donc dû s'adapter à cela et en tenir compte. Ils ont fait appel à des psychologues pour les conseiller sur la façon de l'interpréter et de réagir à son égard, et ils s'en sont très bien sortis à ce niveau-là. Et tout au long du processus, ils ont utilisé un outil très important, punir Trump chaque fois qu'il retirait brutalement un accord. Donc chaque fois que Trump retirait brutalement un accord, il le rendait, pour reprendre les termes de Trump, 10 pieds plus haut. Pendant sa campagne de 2016, il parlait du mur à la frontière. Chaque fois que quelqu'un le critiquait, il disait que le mur venait de gagner 10 pieds de plus. Eh bien, l'Iran a rendu l'accord 10 pieds plus haut à chaque fois qu'il l'a retiré brutalement. C'est pour ça que l'accord va devenir de pire en pire, et encore pire. Je pense qu'il commence à conclure, comme cela a été rapporté publiquement, que Trump n'est tout simplement pas capable de respecter un accord jusqu'au bout. Donc maintenant, il ne restera plus que les actes. Autrement dit, si vous faites ceci, alors nous ferons cela. C'est donc une forme de donnant-donnant différente du conflit armé. Très bien. Si vous débloquez nos avoirs, alors nous rouvrirons davantage le détroit. Si vous levez toutes les sanctions, nous rouvrirons un peu plus le détroit. Si vous apaisez complètement la situation au Liban, en Irak, au Yémen et à Gaza, alors nous rouvrirons encore un peu plus le détroit. Nous agirons simplement en réponse à vos actes, plutôt que de nous préoccuper de mots couchés sur le papier, parce qu'ils ne signifient littéralement rien pour Trump. Il est incapable de les respecter, surtout si l'on se place du point de vue iranien. Il s'est retiré du premier JCPOA qu'Obama avait fait signer. Il a dit qu'il allait essayer de conclure un autre accord. Il n'a jamais réussi à en conclure un autre. Puis, lors de son second mandat, alors que des négociations étaient en cours, il a lancé une attaque surprise contre eux à l'été 2025. Ensuite, alors qu'il y avait de nouveau des négociations, il a mené une autre attaque surprise contre eux en février 2026. Et puis, à 3 reprises, il a ouvertement retiré le tapis sous les pieds de cet accord aux yeux du monde entier. En coulisses, il a retiré le tapis sous les pieds de cet accord plus d'une demi-douzaine de fois. Je pense que Vance comprend que nous devons nous retirer, que nous n'aurions jamais dû nous engager dans ce conflit. Et je pense qu'il comprend que si nous mettions simplement fin au blocus et réduisions notre présence militaire, de sorte qu'il n'y ait plus de menace d'attaque imminente contre l'Iran, alors l'Iran subirait une pression politique maximale de la part de la Russie, de la Chine et surtout du Sud global, où il bénéficie actuellement de beaucoup de sympathie, pour rouvrir le détroit à l'essentiel du trafic. Peut-être pas à nous, ni à Israël, mais à tous les autres.
parce que ce sont tous les autres qui sont étranglés par le manque d'accès à l'hélium, au soufre, à l'urée, à ces engrais essentiels et à d'autres matières premières indispensables, ainsi qu'au pétrole brut, qui est crucial. Vous avez vu les Japonais. Je veux dire, ce qui a en partie fait reculer Trump, c'est que le taux à 10 ans a dépassé 4,5%. Et chaque fois qu'il dépasse 4,5%, il a tendance à se dégonfler à cause de l'impact sur le secteur du crédit immobilier, de l'impact sur toutes les dettes qui ont été refinancées dans l'immobilier commercial, ainsi que sur le monde de l'IA qui est très financé par la dette, contrairement à ce que les gens pensent, qui serait financé par les investisseurs. Et bien sûr, il y a leur propre dette du Trésor, qui est aujourd'hui plus élevée en pourcentage du PIB qu'elle ne l'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on ne peut pas laisser ces taux d'intérêt continuer à monter. Ce qui complique encore les choses, c'est que ces taux d'intérêt vont grimper si le carry trade en yen japonais se retrouve en difficulté et si le yen japonais commence à trop monter. Et ça continue d'arriver. Et pourquoi ça arrive? En raison de l'impact de ce qui sort du Golfe, ils subissent un impact majeur sur les coûts de l'énergie ainsi que sur d'autres maillons clés de la chaîne d'approvisionnement parce qu'ils sont très liés à la Corée du Sud et à la Chine, comme le Japon. Et une grande partie des liquidités des marchés mondiaux vient du Japon, parce qu'on pouvait y emprunter à des taux très bas. Cela a créé pendant une décennie une incitation à utiliser le Japon pour liquider, pour rendre liquides des investissements et fournir des liquidités aux investissements sur les marchés actions et sur d'autres marchés dans le monde occidental. Donc, si ce carry trade explose, cela crée tout un tas de problèmes. Et pour cela, vous voulez que la valeur du yen monte face au dollar, qu'il ait moins de valeur face au dollar. Mais vous ne voulez pas que le Japon se retrouve sous une telle pression qu'ils doivent relever brutalement ses taux et vendre des bons du Trésor américain. Et le premier détenteur de bons du Trésor américain, c'est aussi le Japon. Et puis, ils sont liés à l'économie de l'IA et liés à l'Asie du Sud-Est. Et pourquoi souffrent-ils tous en ce moment? À cause du manque d'accès au pétrole brut et à d'autres ressources critiques, comme l'hélium pour les puces à semi-conducteurs, comme le soufre pour toute une gamme d'autres produits qui sortent de là-bas. Et ça ne prend même pas en compte les risques de famine mondiale auxquels le Pakistan va être confronté, auxquels l'Inde va être confrontée, auxquels l'Afrique va être confrontée, ni le manque d'accès à l'urée, une matière première pétrochimique qui vient du Golfe et qui est inaccessible depuis si longtemps. Donc ces problèmes économiques ne vont pas disparaître. Trump est déjà descendu sous les 300 millions de barils. Le Congrès a plafonné jusqu'où il peut aller davantage. Il pourrait donc faire semblant de pouvoir descendre à 70 ou 80 millions de barils sans vider ses cavernes et sans les rendre inutilisables à jamais. En réalité, ça ne change rien. Légalement, il ne peut pas descendre en dessous d'environ 200, je crois que c'est 243, quelque chose comme ça, dans cette fourchette-là. Et il est déjà en train de frapper à cette porte. Je veux dire, au rythme actuel où ça brûle, on franchira cette porte d'ici environ 6 semaines. Et ça ne prend même pas en compte les stocks commerciaux que nous avons utilisés pour masquer tout ça, ni l'énorme manipulation des marchés, pour laquelle, vous savez, le Scotty de Soros est tristement célèbre, que ce soit sur les devises ou les matières premières. Mais ça ne peut couvrir qu'une certaine partie dans le monde du papier. Sur le marché au comptant, on peut le voir à la pompe. Et ce qu'on voit à la pompe aux États-Unis, ce sont des prix de l'essence très élevés, des prix du diesel très élevés. Or, le diesel entre dans le transport de tant d'autres produits, notamment des produits essentiels. Les prix des courses continuent d'augmenter. Le taux d'insatisfaction des Américains ne cesse de monter, encore et encore.
Et tout cela se produit à un moment où le soutien à Israël est au plus bas de toute l'histoire des États-Unis. J'ai publié ce matin un article sur Substack qui retrace la longue histoire de l'opinion publique américaine sur Israël et montre que ce soutien est au niveau le plus bas jamais enregistré. Et cela ne va faire qu'empirer en raison des tendances démographiques profondes qui sont à l'œuvre. Et certains des fondements du soutien à Israël ne sont plus présents, comme la mémoire de l'Holocauste, vous savez, qui s'éloigne de plus en plus de la Seconde Guerre mondiale. Et le soutien de la guerre froide dont Israël bénéficiait parce qu'il était du côté des États-Unis n'est plus pertinent. Et la perception d'Israël a radicalement changé chez les nouvelles générations, y compris chez les protestants chrétiens évangéliques blancs. Parmi ceux qui ont moins de 30 ans, ils ne veulent plus rien avoir à faire avec Israël. Donc vous savez, quand on met tous ces facteurs ensemble, la solution pratique, la solution sage, la solution politiquement solide, la solution géopolitique, c'est tout simplement de se retirer, parce que Trump gère cela avec compétence. C'est ce que Joe Kent a identifié très tôt. Il a dit, notre meilleure solution, c'est simplement de nous retirer, de nous sortir de là. Et je pense que si notre blocus disparaissait, si nous n'avions pas une forte présence militaire, nous pourrions leur acheter à nouveau demain, malgré la dernière menace de Trump. Si ces deux choses disparaissaient, l'Iran subirait une pression maximale pour offrir davantage de soupapes de sécurité au Sud global, ce qui atténuerait aussi les dommages économiques ici aux États-Unis. Mais je pense que Trump est tellement obsédé par l'idée de gagner, est tellement capable de fabuler et de se persuader lui-même de n'importe quelle absurdité, comme vous l'avez souligné. Je veux dire, vous voyez bien qu'il ment. Je veux dire, tout le monde sait qu'il ment. Mais je pense pas que la plupart des gens puissent vous dire « Oh, c'est ouvert, ça a toujours été ouvert, c'est totalement ouvert. » De quoi vous parlez? C'est comme, vous savez, les gens font des mèmes avec des calendriers fermés pour la guerre uniquement les samedis et dimanches, ce genre de choses. C'est du pipeau. L'Iran l'a percé à jour. L'Iran le mène par le bout du nez, et ils vont continuer à le mener par le bout du nez. Donc je ne vois pas comment il peut trouver une porte de sortie, avec un accord, une sortie qui lui permette de sauver la face. À part faire semblant que l'économie iranienne est un désastre, qu'ils sont sur le point de s'effondrer. Mais l'objectif serait quand même de le faire sortir. Parce que tant que nous maintenons un blocus, tant que nous gardons une présence militaire significative là-bas, l'Iran a la couverture politique nécessaire pour maintenir le détroit fermé. Et cela fera davantage sombrer l'économie américaine, davantage l'économie mondiale, de telle sorte que les élections de mi-mandat seront un tel désastre que Trump sera destitué et risquera d'être écarté de la présidence elle-même. Et ce n'est pas comme si... J'entends certaines personnes, le professeur Morandi et d'autres, s'inquiéter de notre retour sur place ou d'un retour après les élections. Mec, nous n'en avons pas la capacité. Kane avait averti Trump de cela avant même que tout ne commence. Il était tellement agité qu'il a fait fuiter l'information. Et la personne qui l'a fait fuiter a été licenciée, alors que c'est Kane qui lui avait demandé de la faire fuiter. Il criait au Wall Street Journal et à tous les autres, nous ne pouvons pas soutenir ce conflit pendant plus de 40 jours. Nous n'avons pas les armes offensives. Nous n'avons pas les armes défensives. Et je vois des gens qui pensent, enfin, Trump se convainc lui-même. Il dit aux gens, en 21 jours, on aura récupéré toutes les armes. Or, comme Larry Johnson et d'autres invités de votre émission l'ont expliqué en détail, le délai moyen est de 4 ans. 4 ans pour pouvoir reconstituer ces stocks d'armes. Ce n'est pas 4 jours, ni 4 semaines, ni 4 mois. C'est 4 ans. Et le problème, c'est qu'en ce moment, pour les terres rares essentielles,
la Chine a attendu qu'on tombe au niveau de stock le plus bas jamais atteint, pour nous dire « Vous savez toutes ces terres rares dont vous avez besoin pour toutes ces armes sophistiquées, celles pour lesquelles votre complexe militaro-industriel vous arrose afin que vous payiez trop cher. Eh bien, on ne vous les fournira pour aucun usage militaire. » Donc, on ne sait pas clairement si on pourra reconstruire quoi que ce soit de tout ça avant longtemps, tant que la Chine ne changera pas de position, et elle ne va pas le faire de sitôt. Donc nous ne pouvons pas y aller. Trump peut y croire, en rêver, l'espérer, le souhaiter. Nous ne pouvons littéralement pas y aller. Et le niveau de mécontentement, le niveau de morale est vraiment mauvais. À la conférence, des gens sont venus me voir, dont les enfants étaient sur les bateaux. Tout ce dont les marines et les marins se sont plaints, toutes les critiques, c'était absolument vrai. Ils ne sont pas bien nourris du tout. Leur morale est au plus bas, vraiment au plus bas. Donc vous avez un problème de morale, vous avez un problème de munitions, vous avez un problème économique, vous avez un problème de politique intérieure. Trump n'est pas en position de faire quoi que ce soit. Alors, ce qu'il devrait faire, c'est simplement dégager pour exercer un maximum de pression sur l'Iran afin qu'il rouvre le détroit. Mais s'il ne le fait pas, l'Iran pourra tenir, quelle que soit la douleur qu'on lui inflige, comme il l'a fait durant le dernier demi-siècle de son existence sous la République islamique. Les seuls à souffrir davantage, ce seront les États-Unis, si Trump continue d'agir d'une manière aussi insensée. Mais voilà qui est notre Trump, notre roi Lear, ces temps-ci. Oui, il semble que les pays du CCG, les États du Golfe, commencent à comprendre la nouvelle réalité du détroit d'Ormuz. Sir Jerome a rapporté hier que les États du Golfe ont accepté une nouvelle normalité dans le détroit d'Ormuz. L'Iran en a le contrôle. C'est le titre de l'article. En substance, il dit que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz avec Oman grâce à un nouveau mécanisme. Et tous ces pays du CCG acceptent, d'une certaine manière, qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et Scott Bessent a évoqué les oléoducs souterrains qu'il va peut-être construire au cours des 2 prochaines années et qui résoudraient le problème du détroit d'Ormuz. Mais il semble qu'au final, ces pays du CCG soient plus rationnels lorsqu'il s'agit de rouvrir le détroit d'Ormuz, parce que ce sont eux qui ressentent le plus les conséquences, car ils n'ont pas Voici notre secrétaire au Trésor, Scotty, qui a dit qu'on pourrait régler notre problème de terres rares en 1 an. À propos de la Chine, il a dit « Oh oui, d'accord, ils les ont pour l'instant, mais ils vont regretter de l'avoir fait, parce que dans 1 an, on pourra remplacer toutes leurs terres rares raffinées. » Alors, ça avance comment, Scotty? On n'en est nulle part. On n'a littéralement rien fait pour régler ce problème. Parce que le problème, ce sont les terres rares. Enfin, le problème, c'est leur raffinage. Et on n'a rien fait pour régler ça. Parce que personne ne veut toute cette pollution toxique qui accompagne le raffinage des terres rares. Mais c'est pour ça qu'il veut ménager Trump et lui faire plaisir. Je ne sais pas si c'est une histoire de figure paternelle ou quoi que ce soit d'autre. Mais c'est clairement un cabinet de lâches. C'est à peu près tout le monde, sauf Vance et Kennedy. Beaucoup des bonnes personnes. Enfin, Colby est toujours là, mais Kent est parti. Gabbard est parti. Michael Anton, du département d'État, est parti. Amaryllis Fox, l'adjointe de Tulsi Gabbard, est partie. Donc tout ce qui reste, c'est Colby et son adjoint, dans cette partie liée au renseignement, au département d'État et à l'armée, qui est le moindre réalisme géopolitique. Et puis il y a le secrétaire Kennedy, mais lui est au ministère de la Santé et des Services sociaux. À part ça, il ne reste que le vice-président Vance. Et vous savez, Vance a fait, je pense, un gros effort. Surtout quand j'ai analysé en profondeur l'opinion publique iranienne et que j'ai compris qu'elle était plus dure que l'administration sur beaucoup de ces questions et qu'elle allait probablement se durcir encore après la guerre.
Vous savez au point qu'à l'automne 2025, une majorité d'Iraniens voulaient développer des armes nucléaires et pensaient que l'islam le permettait, à cause de toute cette série d'attaques. Ils estimaient que l'Iran avait fait une erreur en ne ripostant pas après les attaques d'octobre 2024, et même en acceptant le cessez-le-feu à l'été 2025. On savait dans quelle direction allait l'état d'esprit, la mentalité de l'opinion publique iranienne. On savait que les négociations devraient se durcir. Enfin, je veux dire, vous avez vraiment étudié de près le nouveau directeur du Conseil de sécurité nationale. Ce type est tout à fait cohérent si l'on comprend que l'ayatollah, le nouveau guide suprême, reconnaît simplement que c'est ce que veut la population iranienne. Elle veut riposter. Et tout cela ressortait de ces données, vous savez. Elles venaient d'un sondeur de l'Université du Maryland, rien de moins. Donc une fois qu'on comprend cela, on comprend aussi les limites de nos options. Les pays du Golfe doivent donc commencer à se réveiller, et il semble qu'ils le fassent enfin. Je veux dire, ils ont soutenu le conflit de façon sporadique et irrégulière, en particulier les Émirats arabes unis. Mohammed Ben Zayed n'a jamais été entièrement Le Qatar ne s'est jamais réjoui du conflit à Washington. Mais les Saoudiens ont été très incohérents et les Émiratis y sont allés à fond. Vous savez, c'est ce qui arrive quand on a une deuxième ou une troisième génération éloignée de la génération fondatrice du pouvoir, qui, elle, avait vraiment un lien avec son peuple et avait une certaine dureté. Enfin, en gros, vous avez une bande de gosses riches qui ont grandi en jouant aux jeux vidéo et qui dirigent le Golfe. Ce n'est pas la meilleure forme de leadership. Comparez cela aux dirigeants iraniens qui ont grandi en combattant en première ligne pendant la guerre Iran-Irak. On ne peut pas avoir deux expériences de vie plus radicalement différentes qui influencent la façon dont vous allez gérer une situation. C'est pour ça que les Saoudiens se sont parfois persuadés eux-mêmes, parce que je crois que, si j'ai bien compris, c'est Trump qui les a convaincus de reprendre la guerre contre les Houthis. Enfin, pourquoi s'emmerder avec ça? Il y a une règle générale dans la vie. Ne vous frottez pas aux montagnards, peu importe où ils se trouvent. Les gens qui grandissent dans les montagnes et qui se battent dans les montagnes ont tendance à être les fils de pute les plus coriaces de la planète. Je le sais, je viens du sud-est du Tennessee. Donc enfin, les Houthis, on n'a pas réussi à battre les Houthis. Les Saoudiens vont battre les Houthis. Les Saoudiens... Enfin, voyons. Donc, Trump peut se dire, oui, ça va marcher, parce qu'il souffre de confabulation, d'un trouble délirant, et il devient désespéré de croire à toutes les conneries dont il a besoin pour se convaincre qu'il est un gagnant. Et il ne reste mentalement lucide que quelques jours à la fois, quelques heures à la fois, parfois seulement quelques minutes à la fois. Et c'est pour ça qu'il débite cette absurdité. Donc je pense que, à mesure que les pays du Golfe comprennent que les États-Unis ne sont pas un allié fiable, ça ne fait que créer davantage de problèmes. Ils doivent établir une autre, et ils devraient s'entendre avec l'Iran. Leur menace, leur allié peu fiable, ce sont les États-Unis. Et la menace pour eux, c'est Israël. Leur menace, ce n'est pas les uns les autres. Et s'ils le reconnaissent, je suis totalement pour, parce que nous n'aurions jamais dû être là-bas. C'était toujours ces foutus Britanniques. Toute cette histoire britannique a tracé toutes les frontières au Moyen-Orient et tout le reste. Ça n'aurait jamais dû être une affaire américaine. Donc oui, je suis totalement pour qu'on s'en retire. Et, vous savez, peut-être que plus tard, quelqu'un dira que c'est grâce à ça que le degré d'idiotie de Trump dans la conduite de cette guerre nous aura finalement permis de dégager du Moyen-Orient et de divorcer enfin d'avec Israël. Et je pense que c'est l'issue inévitable de tout ça. Quand on regarde ce qui se passe dans les sondages d'opinion concernant Israël, désormais paria politique aux États-Unis, ce n'est plus qu'une question de quelques cycles électoraux
avant que les représentants ne rattrapent la position des électeurs. Mais les électeurs sont déjà là. C'est là que se trouve l'avenir. Et vraiment, à l'échelle mondiale, vous allez avoir la Russie, l'Iran et la Chine, avec leurs propres axes de sécurité. Et je pense que vous aurez un OTAN islamique, dont la Turquie, le Pakistan et l'Arabie saoudite constituent le début. Certains pensaient que c'était dirigé contre l'Iran ou contre les Houthis. Je ne le pense pas. Je pense qu'il s'agit de ne pas faire confiance aux États-Unis et de se méfier profondément des ambitions d'Israël. Et je pense que si vous combinez les deux, c'est probablement vers cela que le monde va se diriger. Et cela a sans doute davantage de sens de toute façon du point de vue de la sécurité régionale à long terme. Au moins, c'est la perception des Israéliens. Aujourd'hui, deux d'entre eux, le ministre israélien de la diaspora et le ministre israélien de l'agriculture, en ont parlé. Tous deux ont évoqué la nouvelle montée en puissance de l'Alliance sunnite. Ils parlent d'Alliance sunnite parce qu'ils considèrent l'axe de la résistance comme faisant partie d'une alliance chiite. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, entièrement chiite. Car en ce qui concerne le Hamas est une force sunnite, il n'est pas chiite. Mais au final, vous voyez que même en Israël, ils considèrent le nouveau pacte de défense entre l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie comme une menace. Mais c'est ainsi que vous avez commencé cette guerre. Vous savez, imaginez Robert, avant que cette guerre n'éclate, à mon avis, personne ne pensait à conclure un pacte de sécurité ou de défense avec la Turquie et le Pakistan en Arabie saoudite. Aujourd'hui, ils l'exigent. Voilà ce que cela signifie, à mon avis. Et l'Arabie saoudite l'exige, tandis que ces deux pays se rapprochent pour aider l'Arabie saoudite. C'est peut-être ainsi que les choses sont perçues. Au final, en quoi cela va-t-il aider Israël? À votre avis, est-ce que tout se passe bien pour Israël? Non, je veux dire, je pense que l'un des arguments que j'ai avancés auprès de mes amis israéliens, dès le tout début, c'était que ça allait se retourner contre eux. C'est la même chose que ce que je recommandais pendant Gaza. Je veux dire, j'ai défendu Israël par le passé devant l'opinion publique. Je leur disais, si vous entrez et que vous essayez de raser Gaza, vous perdrez l'opinion publique, y compris aux États-Unis. Et après ça, vous serez au bout du rouleau. Vous êtes un tout petit pays, avec, vous savez, 9 ou 10 millions d'habitants. Vous dépendez des États-Unis pour votre soutien politique et votre protection. Et si vous perdez le soutien de l'opinion publique ici et celui des pays du Sud, vous allez perdre cette capacité. Mais ils s'en fichaient. Ils ont continué tout droit, tout en essayant de renverser Assad en Syrie, en continuant à créer des problèmes au Liban et en continuant à créer des problèmes en Cisjordanie. Et puis ils ont étendu leurs frappes aux églises chrétiennes, aux communautés chrétiennes et aux chrétiens eux-mêmes, sans se limiter aux musulmans palestiniens. Et ça allait forcément se retourner contre eux. Et ça n'a fait que se retourner contre eux, de plus en plus. Le socle du soutien à Israël aux États-Unis se fissurait déjà avant de nous entraîner dans la guerre contre l'Iran et d'essayer de couvrir la classe Epstein et les dossiers Epstein, dans lesquels tant de membres du lobby israélien sont impliqués et compromis. Et ces deux questions nous ont fait basculer. Donc, s'ils tiennent un tant soit peu au soutien politique et à la protection des États-Unis au-delà d'un ou deux prochains cycles électoraux, ils sont sur une trajectoire suicidaire qu'ils doivent corriger dès maintenant. Maintenant, on commence à voir quelques signes de conversation et de débat à l'approche des élections dans une partie de l'opinion publique iranienne et israélienne. Des gens disent « Nous devons reconsidérer cela. Peut-être devons-nous revenir à l'idée de rester à l'intérieur de nos frontières. Peut-être que le projet du Grand Israël n'est pas une si bonne idée. Peut-être qu'un état de guerre permanente, incessante, sans fin,
n'est pas une approche si sage. Historiquement, chaque fois qu'Israël est perçu comme l'agresseur, l'opinion publique américaine s'est opposée à ces actions. Je veux dire, après la guerre de 1956 avec l'Égypte, l'opinion publique américaine voulait qu'Israël soit sanctionné. Et cela vous donne une idée de la situation. Le soutien évangélique à Israël aux États-Unis se limite aux baby boomers, c'est-à-dire aux protestants évangéliques chrétiens blancs, non hispaniques, âgés de plus de 55 ans. C'est littéralement tout. Tous les autres ne les aiment pas. Tous les autres ne veulent rien avoir à faire avec eux. Et historiquement, aucune opinion publique américaine n'a jamais soutenu une aide militaire continue à Israël, ni une implication, à quelque niveau que ce soit, dans leur guerre. Cela remonte à 1946, puis à nouveau en 1954, en 1963, en 1967, en 1973, en 1981, 1982 et 1983. Et souvent, lorsqu'ils étaient perçus comme les brutes, ils perdaient le soutien de l'opinion publique. Les Américains devenaient alors plus sympathisants de l'autre camp, que ce soit l'Égypte, les Palestiniens ou les chiites au Liban, comme ce fut le cas en 1982 et 1983. Cela a conduit Reagan à ordonner notre retrait et à dire à Israël d'en faire autant. Donc, s'ils étaient sages, mais je ne sais pas si c'est de l'hubris, je ne sais pas si c'est du désespoir, mais c'est comme quand on écoute les absurdités qui servent à soutenir l'Ukraine. On entend les mêmes absurdités pour essayer de soutenir le projet de Grand Israël de Bibi, alors qu'il est en train de s'effondrer aux yeux de tous, partout dans le monde. Et c'est juste, enfin peut-être que beaucoup de gens raisonnables en Israël ont fui. J'ai entendu dire, vous savez, que selon certaines estimations, plus d'1 million de personnes ont quitté Israël ces 3 dernières années. Elles ne veulent plus en faire partie. Donc, il ne reste plus que les plus radicaux. Une partie de la jeune génération au sein de Tzahal, comme Larry Johnson le souligne à plusieurs reprises, n'est pas bien formée, pas bien disciplinée. Certaines des horreurs qui vont continuer à sortir au grand jour. On va découvrir que, oui, effectivement, ils ont systématiquement dressé des animaux à violer des détenus. Je veux dire, c'est un tout autre niveau de barbarie. Ces 2 lunatiques, Ben Gvir et Smotrich, veulent aller faire exploser le temple musulman, le 3e lieu saint musulman le plus important au monde, le dôme du rocher. Ils veulent trouver un prétexte pour ça. Ils veulent aller purger toute la Cisjordanie de ses habitants. Ils veulent aller recoloniser le sud du Liban, le sud de la Syrie et le reste de Gaza. Ces gens ont perdu la tête et perdu leur âme, surtout depuis le 7 octobre, qui, avec le recul, ressemble de plus en plus, au moins en partie, à un coup monté de l'intérieur, avec une défaillance délibérée de la sécurité. C'est ce que Charlie Kirk lui-même a déclaré dans l'émission de Patrick Bet-David, peu avant son meurtre. Donc, je pense que l'opinion publique sur Israël est au plus bas possible. Leur protection politique et partisane diminue et disparaît en temps réel. Et s'ils avaient le moindre bon sens, ils ne pourraient pas mener ces guerres en disant « Bon, eh bien, on va simplement combattre l'Iran tout seul. » D'accord. Et si nous, les États-Unis, on se retirait tout simplement? Plus de défense, plus aucune protection d'aucune sorte. Voyons combien de temps vous tenez. Je veux dire, certains disent, eh bien, ils pourraient utiliser l'option nucléaire. Oui, mais l'Iran est d'une telle taille que disons qu'il soit assez fou pour utiliser une arme nucléaire, l'Iran pourrait alors rayer Israël de la carte. Parce que l'Iran peut survivre à une attaque nucléaire vu la taille de ce pays. Et il a pleinement la capacité de détruire les infrastructures essentielles d'énergie et d'approvisionnement en eau en Israël, ce qui le rendrait inhabitable. Donc c'est une stratégie qu'ils ne peuvent pas gagner. Le risque est extrêmement élevé.
et la probabilité d'en tirer un bénéfice est extrêmement faible. Et pourtant, ils poursuivent cette folie, parce que personne ne les remet à leur place. Oui, exactement, exactement. Merci beaucoup, Robert, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Absolument. C'est toujours bien. Et peut-être que pour la prochaine conférence, on vous fera venir du Brésil pour visiter le Tennessee. Bon, Laura Loomer m'attend là-bas. On va l'enlever, la cacher pour qu'elle ne puisse pas. J'ai dit la même chose à Mariona Fall. On va s'assurer qu'elle ne soit pas disponible pour qu'elle ne puisse pas vous attraper et essayer de vous expédier au Salvador. Merci. Merci beaucoup, Robert. C'est toujours un grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bye bye.